Bonjour à toutes et à tous. Alors j'espère que cette fin d'été se passe bien de votre côté. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour vous parler un peu de la maison 8 en astrologie. Alors pourquoi la maison 8 ? Parce que ça a été une sollicitation de la part de bon nombre d'entre vous suite au podcast que j'ai proposé sur la maison 12. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de la maison 8. Alors la maison 8, c'est vrai que pour beaucoup elle est en quelque sorte associée à la maison 12 parce que effectivement on a une sorte de, je dirais, d'ambiance, d'atmosphère qui se ressemble, qui est assez similaire, il faut bien le dire. La maison 12, comme on l'a vu la dernière fois, elle est dirigée par Neptune, le signe des poissons. Donc vous verrez, si vous l'avez écouté un petit peu, ce que ça vient, je dirais, mettre en lumière, exacerber. La maison 8, quant à elle, elle est associée au signe du Scorpion. Donc à Pluton et à Mars, qui sont les deux maîtres du Scorpion. Donc dans les deux cas, que ce soit Neptune pour la maison 12 ou Pluton-Mars pour la maison 8, on va dans les profondeurs, on va en profondeur. C'est vrai que la 8e maison est souvent aussi associée aux transformations, aux grandes transformations profondes de notre vie, c'est un peu ce qu'on appelle la maison des crises. C'est une maison qui régit aussi la notion de mort physique, mais pas que. Ça régit également les expériences qui nous changent complètement, quelle que soit la nature de ces expériences. C'est une maison qui permet aussi, faut pas l'oublier, de libérer les énergies bloquées. Donc, comme vous le voyez, il y a tout un processus, en fait, qui régit cette maison 8, à la différence de la maison 12. Alors, avant d'aller plus avant, je vais vous donner quelques mots-clés qui sont, la plupart du temps liés à cette maison, sur un plan symbolique. Donc, les transformations, tout ce qui est secret, donc les secrets, les tabous, les ressources partagées, que ce soit de l'argent ou autre chose, les héritages, là aussi, que ce soit des héritages financiers, mais aussi des héritages intellectuels, des héritages culturels, patrimoniaux, par exemple, tout ce qui est occulte, en fait, donc tout ce qui est caché, tout ce que l'on ne voit pas de prime abord. Alors, quand je dis occulte, c'est pas forcément sorcellerie, d'accord ? Quand je dis occulte, c'est vraiment au sens propre. C'est tout ce qui est caché, mais aussi tout ce qui est lié à la métaphysique. Souvent, ces personnes sont attirées par ce qu'on appelle les mystères un peu de l'univers, qui sont attirés par les sujets ésotériques, tout ce qui, en fait, je dirais, est en lien avec des connaissances cachées. Donc ça peut être, par exemple ici, l'astrologie, le tarot, la cartomancie, enfin, toute pratique mystique qui, en fait, vont permettre ou vont servir de passerelle, si vous voulez, pour essayer de comprendre les forces invisibles qui régissent notre existence. Donc en substance, et pour finir mon introduction, c'est vrai que la maison 8, c'est un vrai domaine profond. C'est vraiment, je dirais, un paysage multiforme qui nous invite, nous, tout un chacun en tout cas, à explorer les profondeurs de notre être. Et évidemment, ça va avec les complexités de la vie. Donc c'est une influence qui est omniprésente, qui vient toucher aux aspects les plus intimes et les plus transformateurs de votre évolution. Et c'est ce qui en fait, encore une fois, l'une des maisons les plus mystérieuses, les plus fascinantes du thème astrologique, mais aussi les plus redoutées, quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et évidemment, on n'oublie pas, puisque nous sommes dans l'axe 8-2, c'est-à-dire maison 8 qui fait face à la maison 2, techniquement, tout ce qui est ressources. Je reviens dessus une dernière fois parce que, ok, on parle de questions financières, les héritages, les impôts, les gains, etc. Mais il est question ici aussi des liens émotionnels, des liens psychiques que vous pouvez former par les relations intimes. C'est-à-dire, à travers ces expériences partagées, on apprend la confiance, on apprend la dynamique de pouvoir et la complexité de ces relations humaines. Et la maison 8, en fait, son but, c'est de nous exhorter à nous attaquer à l'équilibre délicat entre cet écho de l'axe de 8, c'est-à-dire le donner et le recevoir. Je donne, je reçois, j'équilibre. Je contrôle, je suis soumis.
j'équilibre. Et à la manière dont ces multiples dynamiques façonnent en fait vos interactions avec les autres. Ça, en tout cas, c'est typique de l'axe de 8, c'est-à-dire Scorpion côté 8, Taureau côté 2. Alors, pour la suite, là, je vais prendre un petit peu le contre-pied de la façon dont je procède d'habitude. C'est-à-dire, je ne vais pas vous parler en long et en large de la symbolique détaillée de la maison 8 par thématique. En tout cas, pas comme ça. Là, aujourd'hui, pour ce podcast, je vais en fait vous parler d'un mythe. En tout cas, vous remettre en mémoire un mythe connu, qui est, je trouve, en tout cas à mon sens, personnellement, le reflet parfait de ce que porte cette maison astrologique. Alors, il s'agit du mythe de Pandore. Bon, alors je ne vais pas vous refaire toute l'histoire du mythe de Pandore. N'hésitez pas à aller regarder sur Internet si ça vous intéresse, en détail en tout cas. Mais je vais juste vous redonner les paramètres, disons, importants qui nous permettent en fait d'associer ce mythe à une meilleure compréhension de la maison 8. Alors, pour résumer, assez simplement, je l'espère, pour vous en tout cas, Pandore, c'est une jeune femme, en tout cas une femme, je ne sais pas si elle était jeune à l'époque, mais en tout cas c'est une femme qui a été en fait donnée en mariage par Zeus, le fameux dieu, Zeus, que vous connaissez tous, à un gars qui s'appelait Épiméthée, qui était le frère de Prométhée. Alors Prométhée, lui, qu'est-ce qu'il a fait juste avant? Prométhée, en fait, il a volé le feu pour l'offrir aux humains. Ça n'a pas plu du tout à Zeus. Mais malgré tout, Zeus va offrir la main de Pandore au frère de Prométhée. Bon, déjà, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est louche. Il y a anguille sous roche, il y a une embrouille, c'est quelque chose qui ne va pas là. Ensuite, ce qui se passe, c'est que Zeus va offrir à Pandore une boîte, la fameuse boîte de Pandore. Un peu comme un cadeau de mariage, si vous voulez, voyez ? Du coup, Pandore, elle transporte dans ses affaires cette boîte mystérieuse que Zeus lui a bien interdit d'ouvrir, quelles que soient les circonstances. Donc, interdiction d'ouvrir la boîte. Donc, deuxième étape, on se dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi le cadeau, on peut pas l'ouvrir? Ça aussi, c'est louche, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est pas normal. Bon, deuxième étape, un peu pas claire du tout même, je trouve. Pandore, qu'est-ce qu'elle fait, cette andouille? Comme beaucoup de filles, oh, mais j'aimerais bien savoir, je suis curieuse, ah, mais oui, mais si je sais pas, je vais pas être bien, nanana. Donc, elle l'ouvre. Elle l'ouvre par curiosité. Et là, catastrophe. Elle ouvre cette boîte, et là, tous les maux de l'humanité, mots MAUX, en sortent. La maladie, la guerre, la misère, la folie, la tromperie, la passion, l'orgueil, enfin toutes ces choses qui ont fait de l'humanité ce qu'elle est aujourd'hui. Donc en quelque sorte, la vengeance de Zeus a fonctionné. C'est-à-dire qu'en ouvrant cette boîte, Pandore, malgré elle, en quelque sorte, a déchaîné toutes les mauvaises choses que contenait cette boîte sur le monde, amenant les gens à faire face à la maladie, à la douleur, au chagrin, au mal. Il y a une chose qui est restée à l'intérieur de la boîte, tout au fond de la boîte, qui n'est pas sortie. C'est l'espérance ou l'espoir. L'espoir, donc, l'espérance, comme vous voudrez, ne sort pas. Plus lente à réagir, et du coup, Pandore referme la boîte avec l'espoir qui reste à l'intérieur. Donc voilà pour le résumé de ce que nous a apporté cette Pandore ou Pandora. Et cette légende, en fait, elle reflète, mais vraiment parfaitement, les principales caractéristiques de la maison 8. Elle vient illustrer parfaitement les principales étapes de cette maison liées à notre voyage intérieur. Je vous décrypte l'affaire. Première chose, la notion de mystère. Il y a quelque chose de mystérieux, comme on l'a vu à l'intérieur de cette boîte. Et Pandore elle-même, elle est curieuse de ce mystère. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Pourquoi on ne veut pas que je l'ouvre? Ça représente le monde intérieur, mystérieux et profond
de la maison 8. Ensuite, on a la notion de tabou. Il y a un tabou à ouvrir cette boîte. C'est je l'ouvre pas, on m'a interdit de le faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mais si je l'ouvre, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça signifie que c'est quelque chose qui ne doit pas être ouvert. Mais Pandore succombe à la curiosité, en défiant le tabou. Donc là, il s'agit des aspects interdits ou des aspects cachés, comme vous voudrez, de la maison 8. Ensuite arrive la notion de péché. Parce qu'en ouvrant la boîte, Pandore, qu'est-ce qui se passe? Elle provoque la tentation, la sienne déjà, et libère les mauvaises choses et elle les répand malgré elle dans le monde. Donc ça représente les sentiments de péché et de culpabilité qui doivent être surmontés dans le processus de transformation intérieure lié à la maison 8. On a ensuite la notion d'ombre. Parce que tout ce qui sort de la boîte, en réalité, ça représente les ombres que nous réprimons ou qu'on ne veut pas reconnaître. La maison 8, comme on le sait, elle nous appelle à faire face à nos ombres et à les accepter. Alors là, je ne vous parle pas de famine, de guerre, de misère. C'est plus tout ce qui nous habite intérieurement, tout ce qui est intime, comme on dit. On a ensuite la notion de crise, parce que l'ouverture de la boîte provoque une crise, évidemment, dans le monde, puisque la vie des gens devient difficile avec tous ces mots-là qui sont répandus. Et là, ça représente le processus de la maison 8 pour comment faire face aux crises et aux difficultés. On a aussi la notion de crime, parce que finalement, un peu suite à cette notion de tabou, Pandore, quelque part, provoque un crime contre l'humanité en ouvrant la boîte. Vous voyez, ce qui représente pour nous, là encore, les sentiments intérieurs de culpabilité et de mauvaises intentions quand même, de la maison 8, quand c'est pas très bien compris et pas très bien dirigé. Cela dit, moi je dirais qu'il reste deux thématiques qui sont en corrélation avec ce mythe. C'est la conquête ou la reconquête de soi. C'est-à-dire que toutes les mauvaises choses qui sortent de cette boîte, en fait, amènent les gens à faire face, comme on l'a vu, à leurs propres ombres dans le monde intérieur. Et de fait aussi à faire des découvertes intérieures. Donc ici, il va s'agir du processus, comme je viens de le dire, de découverte intérieure et de transformation avec un T majuscule. Comme on l'a vu, au fond de cette boîte, il reste une seule chose. La chose la plus précieuse parmi toutes ces autres choses. Cette chose, on l'a vu, elle s'appelle l'espoir ou l'espérance. Et ça représente l'étape avec un E majuscule. Peut-être l'étape pour certains initiale, en amont. Pour d'autres, ce sera l'étape finale, en aval, de ce voyage intérieur et de, encore une fois, ce processus de transformation. C'est-à-dire faire face aux ombres, les transmuter et retrouver l'espoir. Vous voyez comme c'est intéressant? Et en fait, le sens profond de ce mythe vient refléter la complexité de notre nature humaine, tout en nous rappelant que ce fameux voyage intérieur qui dure toute notre vie jusqu'à notre mort nous enrichit spirituellement, entre autres, et que, oui, il est possible de retrouver l'espoir à un moment ou à un autre, et que malgré les défis de la vie, malgré les galères qu'on traverse, c'est grâce en fait à l'exploration intérieure, dedans, à l'intérieur, et pas à l'extérieur, et à la transformation, qu'il est possible de garder espoir et de finalement d'acquérir une compréhension plus approfondie de soi-même et aussi évidemment du sens de la vie. Donc certains parmi vous, parmi nous, ont peut-être déjà ouvert leur propre boîte de Pandore, d'autres le feront, peut-être aussi, je ne sais pas. Mais il faut savoir que, en fait, pour découvrir cette magie, entre guillemets, de la transformation, on peut jeter un œil dans cette boîte de Pandore, en tout cas la vôtre. Parce que la puissance qui peut transformer les ténèbres en nous et en lumière, c'est en fait l'espérance cachée elle-même. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler de cette façon, pour que ça puisse aussi vous amener à réfléchir, de votre côté personnellement.
J'ajouterai également que Pluton, qui dirige, comme on l'a dit, le Scorpion, donc la maison 8, Pluton c'est un peu l'alchimiste de l'astrologie. Sa tâche la plus importante, c'est de détruire, d'annihiler ce qui ne fonctionne plus et de laisser place à quelque chose de nouveau, quelque chose qui doit naître. Et c'est je dirais, une qualité qui est partout présente à travers la maison 8 en astrologie. Comme on l'a compris, la transformation, elle est présente à plusieurs niveaux. Ça peut être des processus tout à fait radicaux comme la naissance, la mort, mais aussi des transformations qui se jouent à un niveau beaucoup plus subtil, plus abstrait. On l'a vu aussi, le Scorpion, c'est une maison d'eau. Le Scorpion est un signe d'eau, donc on a beaucoup les questions, beaucoup de sentiments, de ressentis, d'émotions, tout ce qui est en lien aussi avec nos schémas, nos modèles et le subconscient évidemment. On le sait que le Scorpion aime creuser, aime comprendre, mais parce qu'il faut creuser d'abord pour aller chercher ce qu'il y a à comprendre. Il aime aller regarder sous la surface, il aime ou il a besoin de descendre dans les profondeurs souvent inconnues pour aller chercher la vérité. C'est exactement ce qui se passe en thérapie par exemple. Il faut voir à travers de nombreuses couches pour aller vraiment trouver les courants sous-jacents qui peuvent engendrer certaines problématiques dans la vie quotidienne. En fait, la 8e maison vous aide à comprendre toutes ces motivations profondes derrière les actions. C'est une maison qui révèle aussi ce que vous voulez plus que tout. En fait, grâce à la découverte de soi, c'est là où vous pouvez trouver ces informations nombreuses sur plutôt les raisons pour lesquelles vous agissez comme vous le faites. Vous voyez, il y a toujours des motifs plus profonds, dont on n'est généralement pas forcément conscient, on le sait tous. L'humain en lui-même, il a tendance à être attiré par le plaisir, en tout cas tout ce qui est besoin, tout ce qui est désir fondamentaux, et surtout d'éviter à tout prix quelconque forme de douleur. Et alors justement, pour revenir sur la notion de connaissance cachée, tout ce qui est occulte, ou occulté, comme vous préférez, la maison 8 demande de ne pas simplement accumuler des connaissances cachées. Parce que comme vous l'avez compris, on est dans un processus de transformation. Donc on ne thésaurise pas, on n'accumule pas comme pourrait le faire une maison 2, par exemple. Et en général, les personnes qui plongent dans ces domaines ésotériques subissent souvent des changements personnels très importants dans leur vie. Et les informations que ces personnes découvrent, en réalité, servent de catalyseur à leur propre évolution spirituelle. Et c'est ça qui va les conduire à cette profonde transformation de leur moi intérieur. Et ce que je veux dire par là également, c'est que avec la maison 8, quand on pratique ce genre de choses, c'est pas pour s'amuser. La maison 8, c'est pas une maison d'amusement, vous l'aurez compris, bien au contraire. Et en ce qui concerne les crises, puisque comme on sait, on dit que la maison 8, c'est la maison des crises, qu'elles se manifestent par des problèmes financiers, des problèmes de santé, des conflits relationnels, en fait, ces crises servent aussi de catalyseur initial à la transformation. C'est-à-dire que les événements difficiles nous obligent, j'ai envie de dire, à réévaluer notre situation actuelle au moment où ça se passe et à faire surtout les ajustements nécessaires. Il ne faut pas laisser... c'est très Scorpion, ça. Il faut vraiment transmuter, transformer ou laisser mourir ce qui doit l'être, ce qui doit mourir en tout cas. Il faut surtout pas macérer, il faut surtout pas, patauger dans une espèce de boue comme ça, nocive, néfaste pour vous. Il faut vraiment transformer la chose. Donc la maison 8, dans ce sens, agit comme un creuset où l'adaptabilité de chacun est testée. C'est ça qui est important aussi à comprendre. On le sait que le signe du Scorpion, c'est un signe fixe, donc c'est pas forcément simple à déraciner la chose. Et même en ce qui concerne les expériences émotionnelles, des expériences qui peuvent aller de relations amoureuses intenses à un chagrin d'amour intense aussi, ou à un deuil, une perte qui marque longtemps, c'est la même chose, c'est-à-dire que de tels événements
vous oblige à plonger dans les profondeurs de vos émotions. Vous ne pouvez pas faire l'impasse de ça. Et ça va révéler des peurs cachées très lointaines, des traumatismes aussi lointains, non résolus. Alors certes, le fait de naviguer dans ces eaux émotionnelles, ça peut être difficile, c'est certain, mais encore une fois, c'est grâce à ce processus que vous êtes en mesure d'acquérir une intelligence émotionnelle et que vous pouvez aussi apprendre ou réapprendre à gérer ce qu'on appelle, comme tout à l'heure, le monde intérieur, votre monde intérieur, avec beaucoup plus d'efficacité. Et sans vous y retrouver noyé, là aussi. Donc moi, je dirais que les changements significatifs, qu'ils soient volontaires ou imposés par des circonstances extérieures, comme là aussi des changements de carrière, de direction, des déménagements assez radicaux, des changements majeurs de mode de vie, tout ça aussi, ça vous oblige à abandonner en quelque sorte votre ancienne identité, en quelque sorte, et à en adopter une nouvelle. Parce qu'encore une fois, ça favorise ce sentiment de renouveau et de croissance. Tout à l'heure, je l'ai dit, la maison 8 enseigne l'importance de l'adaptabilité et aussi de la capacité à prospérer, à se renouveler au milieu du changement. C'est pas pour rien que on dit que le scorpion, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Avant de conclure, je voulais juste aborder un point avec vous, parce que c'est quelque chose que vous me demandez parfois, donc je vais y répondre ici. Si jamais vous n'avez pas de planète ou de luminaire dans la maison 8, alors qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher la cuspide de la maison 8, c'est-à-dire l'endroit où commence votre maison 8. Et là, vous allez prendre ensuite la maîtrise de cette cuspide. Exemple, paniquez pas, exemple. Imaginons que vous avez une maison 8 qui démarre en cancer, ok, cuspide, plein milieu du cancer. Le maître du cancer, c'est qui, c'est quoi? C'est la Lune. Donc, vous allez aller chercher dans votre thème natal où se trouve votre Lune natale, évidemment. Dans quel signe et dans quelle maison. Et là, vous allez avoir le placement de la maîtrise de votre maison 8, comme vous l'aurez compris. Et ce placement, en fonction du signe habité et de la maison habitée également, là, ça va vous donner en fait des informations très intéressantes concernant la maison 8 qui est la vôtre. Je reprends mon exemple pour que ce soit bien clair. Vous avez une maison 8 qui démarre en cancer, cuspide en cancer. La Lune dirige votre maison 8. Vous avez la Lune en Scorpion et en maison 12, par exemple. Donc là, on est sur deux signes d'eau, le cancer, le Scorpion. Une maîtrise qui se retrouve en maison 12. Donc là, vous voyez que vous allez avoir des choses peut-être à travailler, à régler, en lien, entre autres, avec les questions émotionnelles, les questions d'intimité personnelle. Vous voyez, c'est assez simple. Il suffit juste de connaître les maîtrises de chaque signe. Donc là, je vais vous les donner. Si jamais vous avez écouté l'audio jusqu'au bout, vous les aurez. Donc, au niveau des maîtrises, signe par signe. Alors, on y va. Le Bélier est dirigé par Mars. Le Taureau est dirigé par Vénus. Les Gémeaux ont pour maître planétaire Mercure. Le Cancer, c'est la Lune. Le Lion, c'est le Soleil. La Vierge, c'est Mercure. La Balance, c'est Vénus. Le Scorpion, c'est Pluton. Mars également en tant qu'ancien maître, on peut le prendre également. Le Sagittaire, c'est Jupiter. Le Capricorne, c'est Saturne. Le Verseau, Uranus. Et les Poissons, Neptune. D'ailleurs, je pensais vous proposer prochainement un podcast sur les maisons vides natales. Si ça vous intéresse, vous me le mettez en commentaire. Voilà, si ça vous intéresse, je vous ferai une analyse des maisons vides. Ce que ça signifie, comment l'envisager, quoi en faire, etc., etc. Voilà. Donc, pour conclure sur notre maison 8, puisqu'on était quand même sur ce sujet,
Ben, on peut dire que c'est une maison qui reste quand même une des maisons les plus complexes, les plus énigmatiques à comprendre, hein. On l'a compris aussi que son influence s'étendait au-delà du simple mysticisme. Ça vient toucher à des aspects importants de notre vie, comme on l'a vu, les transformations, les ressources partagées, les problèmes profondément enracinés de notre psyché, et surtout la profondeur et l'intensité de cette 8e maison en font, je trouve, en tout cas pour ma part, hein, un domaine d'étude essentiel, hein, pour quiconque s'intéresse à la compréhension des couches complexes de l'influence astrologique sur notre vie. Et reconnaître aussi son importance peut fournir des informations très précieuses, comme on l'a vu, sur la croissance personnelle, les relations et aussi les questions financières. Pour illustrer cette maison 8, et pour terminer, je vais vous partager 2 cartes natales, donc 2 personnalités qui, je trouve, illustrent très bien aussi ce que porte et ce que peut générer une maison 8 natale. Alors il va s'agir de la carte du ciel de Bernard Tapie et de celle de la dite Madame Soleil, de son nom civil Germaine Soleil. Voilà, donc je vais vous mettre ça dans la rubrique communauté de YouTube. Je vais vous mettre également ces cartes sur Instagram et sur Facebook. Comme ça, voilà, vous aurez des exemples assez parlants, hein, qui vont vous permettre peut-être de comprendre aussi comment une vie peut être conduite, entre autres par une maison 8 assez forte. Et vous verrez, c'est assez costaud. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et à très vite.